Xavier, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Écoute, merci de nous inviter sur cette belle journée sur ce beau circuit à Lurcy-Lévy. J'ai deux questions. Premièrement, 13605, qu'est-ce que ça veut dire? Et secondo, qu'est-ce que c'est comme moto? Alors le club 13605 en fait porte le nom de la distance parcourue par les pilotes aux 24 heures du Mans, puisque c'est la distance du circuit. Et donc nous nous réunissons régulièrement pour faire des sorties sur circuit avec des protos historiques. Donc le but étant de pouvoir tourner ensemble dans une ambiance très conviviale. Voilà, ça c'est le premier point. En ce qui concerne la voiture, donc là aujourd'hui il s'agit de la Homet TX, TX pour Turbine Experimental, puisque c'est une voiture à turbine, comme son nom l'indique. La conception de la voiture repose à l'origine, puisqu'il y a eu deux voitures. Donc la première voiture a été conçue sur la base d'une Macchi, qui était donc une voiture qui avait participé en 67 à la course Can-Am aux États-Unis. Là, en fait, il s'agit de la Châssis 2, qui a participé au championnat du monde d'endurance en 1968, puisqu'elle a été conçue pour participer à l'ensemble du programme, qui a nécessité une homologation, puisque par de savants calculs, à l'époque, les ingénieurs ont pu indiquer qu'il s'agissait d'un 3 litres. Dis-moi Xavier, qu'est-ce qui t'a pris d'aller chercher une auto comme celle-là? Alors là, je crois que c'est très simple. C'est un coup de cœur, puisque j'ai trouvé que la voiture était extrêmement belle. Je suis fasciné par les sports prototypes de cette période. Et puis, le fait d'utiliser une technologie un peu alternative pour moi, était quelque chose de particulièrement riche dans le projet qui consiste à non pas garder cette voiture de façon statique, mais de l'utiliser. La grande particularité de la Homet, et ça malheureusement c'est peu connu puisqu'on retrouve systématiquement aussi bien sur le web ou dans les discussions que je peux avoir avec les différentes personnes qui m'interrogent sur le sujet, la pensée qu'il y a un problème de temps de réponse sur la Homet. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisque la grande innovation, c'est justement le fait qu'il y a un troisième pot d'échappement avec une vanne de décharge qui permet de maintenir le moteur à un régime relativement élevé et disposer de la puissance en fonction de la façon dont on appuie sur l'accélérateur, enfin tout simplement en appuyant sur l'accélérateur, puisque la puissance va être évacuée, par exemple lors du freinage, lorsqu'on n'en a pas besoin, par l'ouverture des vannes de décharge, et elle va revenir quasiment instantanément au moment où je commence à presser sur l'accélérateur, puisque ça va fermer les wastegates, donc ces vannes de décharge. Il faut savoir qu'il y a un débit de gaz en fait dans la turbine qui est de 100 litres à la seconde. Donc je vous laisse imaginer, vu le peu de volume qu'il y a à combler, à quel point la puissance revient rapidement. Donc là Xavier, c'est déjà un point qu'on a éclairé. Puissance, pas de temps de retard. Absolument, puisqu'en fait, on a en quelque sorte un embrayage à gaz. Donc ça, c'est un point important. L'autre point qui est différenciant par rapport à une autre voiture, c'est qu'il n'y a pas de changement de vitesse. Effectivement, sur cette auto, tout se joue sur le différentiel de pont par rapport au circuit. Étant donné qu'il n'y a pas de boîte pour jouer sur les rapports, tout va jouer au pont, Xavier, c'est ça? Voilà, tout à fait. Sachant qu'il y a un autre élément qui peut vraiment troubler les pilotes, je dirais, qui sont habitués à des voitures traditionnelles, on va dire à piston, c'est que la délivrance du couple est en fait identique à celle d'un moteur électrique. Ce qui fait que on comprend bien que le fait de ne pas avoir de vitesse est rendu possible par le fait qu'on a un couple qui est très important, puisqu'on est de l'ordre de 57 mètres kilos délivré de façon instantanée. Alors, cette poussée peut être assez trompeuse parce que, comme il n'y a pas les à-coups liés au passage de vitesse, on peut avoir l'impression que ça ne va pas très vite. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que Ray Eppenstall, qui est à la fois le team manager, l'ingénieur et le pilote, entre autres, de cette voiture, lorsqu'il a essayé la voiture pour la première fois à Daytona, est sorti en jetant son casque, assez mécontent des résultats, et l'équipe lui a annoncé qu'il venait de battre le record du Tour à Daytona de 67. Donc c'est pour vous dire à quel point les repères sont un petit peu changés.
mais que la voiture est capable d'aller effectivement très vite. Et elle est aussi connue comme étant la seule voiture à turbine ayant gagné une course, puisqu'elle a gagné une course aux États-Unis. Dans sa courte vie, elle a quand même réalisé une 3e place à Brandach. Ce qui, face au GT40 et au Porsche d'usine, n'était pas une mince affaire. Quelles sont les sensations et les émotions que tu as au volant de cette auto ? Alors les sensations, elles sont très proches de ce que l'on peut ressentir à l'accélération lorsqu'on est dans un jet, c'est-à-dire qu'on a une accélération qui est très linéaire, finalement relativement peu de bruit. Donc ça c'est le premier point. L'autre aspect qui est extrêmement intéressant, c'est que la voiture qui pèse 730 kg aurait pu être beaucoup plus légère, puisqu'en fait bloc moteur et boîte font 70, 80 kg. Donc le poids, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été mis dans le châssis. Et ça a été aussi un argument important pour moi, puisque je dispose d'un châssis qui est beaucoup plus costaud que beaucoup de châssis faits en aluminium ou même avec des tubes beaucoup plus fins. Donc en termes de sécurité, c'est très important. Et j'en viens aussi à la tenue de route, c'est que du coup, j'ai une voiture qui est très rigide par rapport à bon nombre de protos de la même époque, ce qui fait qu'en termes de conduite, on peut arriver sur les freins dans les virages, ce qu'on ne peut pas faire avec beaucoup de voitures historiques de cette époque. Et le grand paradoxe, c'est que finalement, lorsque parfois on va à la frontière des idées reçues, eh bien, on se rend compte que on a un très bon, on trouve de très belles surprises, et en particulier le fait que la voiture est très facile d'entretien, très facile à conduire, alors que beaucoup de pilotes m'admirent énormément, c'est ce qu'ils me disent, certains en me disant mais comment fais-tu, alors qu'objectivement c'est une voiture qui est très facile à conduire. La checklist pour la mise en route de la voiture, enfin du moteur, en définitive c'est assez simple. Le but c'est de produire suffisamment de gaz pour que le mélange soit inflammable. Donc on lance le moteur. On monte le régime du compresseur à 15%. À 15%, on commence à injecter du fioul. Okay. On allume et on maintient le démarreur jusqu'au pratiquement au régime de ralenti, c'est-à-dire à 58%. Et après, le moteur est autonome et on peut l'utiliser. Mais la séquence est relativement simple. Quel bruit! C'est impensable, inimaginable. J'ai le cœur à 200 à l'heure. Wouh! Moment intense. Ah, c'est fabuleux. C'est historique pour moi. C'est vraiment du bonheur. Ah ouais, là c'est très fort. C'est très fort. L'auto marche bien. Elle est collée à la route. C'est fabuleux. Ah, je vous le rappelle, plus de 400 chevaux pour un poids de 700 kg. 700 degrés, la turbine, 55 000 tours. C'est fabuleux. Quel moment de bonheur. Écoutez, dans la ligne droite, là ça pousse fort, c'est incroyable, ça emmène. Ah oui! Ça freine fort, par contre il n'y a pas de phase moteur, donc tout est dans les freins. Cette odeur de kérosène, fabuleux. Et c'est à bord de cet Ommet TX 400 chevaux que ce 26 minutes passion arrive à sa fin. Toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission vous remercie de votre fidélité et nous vous donnons déjà rendez-vous le mois prochain pour un nouveau magazine. En attendant, restez prudents sur nos routes et à très bientôt. Incroyable, c'est magique, c'est magique.